Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Émergence africaine. Dirigé par Magloire Onana. La collection Émergence africaine se propose de renverser des certitudes faciles. Nous sommes convaincus que l'Afrique, longtemps considérée comme en retrait, s'ouvre au monde et est plus que jamais au cœur des enjeux. Son histoire ne doit plus s'écrire ailleurs, par des continents eux-mêmes en crise de modèles à proposer imposés. Une nouvelle génération très entreprenante d'Africains et d'Africanistes existe aujourd'hui, qui problématise et réécrit l'histoire du continent dans toutes ses facettes et par une approche multidisciplinaire. Il s'agit de dévoiler une Afrique des bonnes nouvelles, celle qui, parce que plus ouverte au monde, présente tous ses atouts d'émergence. Dernière arrivée dans la compétition mondiale, l'Afrique est capable d'apporter un élan différent à la mondialisation grâce à son devenir qui est subordonné à son être. Déjà paru. Joseph Nzomomole, L'identité culturelle Itone, essai anthropophilosophique sur le groupe Etone Manguissa Batsenga, 2021. Jacques Didier L'Avenir Mvom, L'Afrique de la défense et de la sécurité, contribution pour l'émergence d'une nouvelle approche des questions de défense et de sécurité en Afrique, 2021. Marcel Kagambega, Les droits des Burkinabés en France, de droit privilégié au droit commun. Une analyse critique de la diplomatie migratoire franco-burkinabé de 1960 à nos jours, 2021. Aminata Touré, La justice sénégalaise et les crimes internationaux au Tchad 1982 à 1990. Contribution africaine à l'avancée du droit pénal international, 2020. Professeur Roger Bernard au nom 0 ETABA, Dr Béatrice Bellini, Dr Magloire Onana, Michael BUECHI, Kléber BIBOUM, Cameroun, Normes et sécurité pour un tourisme durable. Acte du Forum Mercator 2018-2020. Dédicace à Merel Monsieur Peters. Pour sa contribution précieuse à l'éducation de la jeunesse africaine. Sur le chemin de l'émergence puis du développement de l'Afrique, aucune science ne doit être négligée, ni oubliée dans un système de vie moderne et complexe où tout se tient. Préface. Il peut paraître superfétatoire voire inutile de procéder à une étude archéologique, alors qu'il se pose en Afrique aujourd'hui des problèmes de santé, de nutrition, de chômage, bref un mal-être sous toutes ses formes. Mais ce serait sans compter que la mémoire collective de chaque peuple se délecte de ses héros, de ses monuments, de ces faits et gestes contenus dans les restes du passé. Il est vrai que dans le contexte actuel, on peut s'interroger sur la valeur de l'archéologie dans un monde où le numérique est devenu la boussole du développement. Bref, tout porte à croire que la postérité aura de la peine à trouver dans les fouilles et dans les vestiges du passé, matière à atteindre l'émergence tant souhaitée. Ces constats fort pertinents n'éludent cependant pas le fait incontestable que l'histoire d'un peuple lui est d'une importance qui transcende la qualité des événements et des hommes qui la constituent. En fait, le développement est inenvisageable dans une société tant qu'on ne se fonde pas sur les éléments du passé des hommes, les expériences partagées de leur vécu quotidien. Il paraît à ce titre indispensable sinon nécessaire d'entretenir notre mémoire historique. L'histoire des peuples ou des États s'inscrit dans une continuité qui voudrait que les actions d'hommes et femmes engagent pour une cause donnée, servent de repère à la postérité. En effet, les États africains ont une histoire qui doit être maintenue en éveil dans leur mémoire collective. C'est un devoir citoyen qui relève en principe de la responsabilité de toute personne ressource dans un domaine donné, si l'on s'en tient au caractère de l'archéologie comme une source de l'histoire. Cependant, l'archéologie est un champ encore en friche, au regard de peu de publications qu'elle a jusqu'ici suscitées en Afrique. C'est dans cet esprit que je conçois cet ouvrage de Jean-Paul Ossa Mvondo qui indique la démarche et les méthodes à suivre pour ressusciter notre passé à travers les vestiges pour atteindre l'émergence que le chef de l'État, S.E. Paul Biya, appelle de tous ses vœux. La particularité et l'importance de l'ouvrage du professeur Ossa Mvondo est que, à la suite du professeur Jean Devis, il restitue le passé de l'Afrique de façon générale au sud du Sahara après un demi-siècle de recherche. La restitution de l'histoire africaine peut être difficile à cause des préjugés négatifs sur les peuples de l'Afrique.
Les théories et thèses négatives sur le passé de l'Afrique furent donc ce que Bachelard appelle les obstacles épistémologiques empêchant de nouvelles connaissances et approches sur le passé de l'Afrique. Comme l'affirme le professeur Jean Devis, le passé de l'Afrique dort sous son sol. L'auteur met l'accent compréhensible sur le Cameroun, sa terre natale et espace privilégié de ses recherches. Mais avant cela, dans un souci pédagogique, l'auteur amène le lecteur à comprendre ce que c'est que l'archéologie, ensuite aborde la compréhension de cette science à travers l'évolution de sa définition dans le temps, puis propose une définition simple, accessible à tous et bâtie sur 3 entités à savoir passé, homme et vestiges matériels. Le souci pédagogique amène l'auteur à montrer puis expliquer comment l'archéologie restitue le passé de l'humanité. Sa démarche étant basée sur 4 étapes explicatives: la prospection, la fouille, l'analyse et l'interprétation. L'ouvrage montre que l'archéologie et l'histoire sont des sciences complémentaires, parce que chacune à partir de ses méthodes propres a pour objectif la restitution et l'étude du passé, des sociétés humaines. Ce sont donc les sciences historiques. Après l'exploitation scientifique, les objets archéologiques doivent être conservés. L'ouvrage présente les méthodes techniques de conservation et les méthodes juridiques puis administratives de préservation. L'auteur sensibilise les États africains à créer les musées avec l'appui des structures internationales telles que Vicom puis l'Elcomos, l'UNESCO pour la conservation du patrimoine archéologique et historique. Dans un contexte socio-politique marqué par le pillage des œuvres et leur destruction par des guerres terroristes, il devient urgent pour les États africains d'adopter une politique de protection et de conservation du patrimoine. De même que la restitution des objets africains détenus en Occident doit se faire dans le cadre d'une politique commune des États africains au sein de l'Union africaine. Cependant, les États africains sont confrontés depuis plusieurs années à de nombreuses crises après les plans d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA, la baisse des prix des produits d'exploitation. Il faut trouver de nouvelles ressources pour relancer la croissance pour l'émergence. La force de cet ouvrage est que, face à cette situation, il propose aux États africains l'exploitation des biens matériels historiques et archéologiques pour accroître les revenus des budgets nationaux. Cette approche est originale et pertinente, car elle montre qu'à l'exemple de l'Europe et de l'Asie, ce patrimoine peut être un bien qui rentre dans les rapports entre le capital, le salaire, l'emploi car génère de la plus-value. De ce fait, il prend le contre-pied des pionniers de la science économique comme Keynes et Adam Smith qui avaient considéré les biens culturels comme des éléments improductifs, liés à la simple contemplation de l'esprit. Le chercheur propose une conception fonctionnaliste du passé et de l'histoire au bénéfice du présent. En somme, cet ouvrage du professeur Ossa Mvondo est digne d'intérêt d'un intellectuel qui est au fait des problèmes de son continent. Il apparaît comme un document utile pour les amateurs d'archéologie, des étudiants, les pouvoirs publics, un document didactique pour les milieux scientifiques et universitaires. L'auteur ne soulève pas que les problèmes mais donne en même temps des solutions, des propositions et des orientations à la disposition des gouvernants, d'où son actualité et sa pertinence. Production intellectuelle d'un homme de science attentif à l'évolution de son continent. On peut ainsi multiplier les interprétations, mais il n'appartient certainement pas au simple préfacier que je suis d'aller en profondeur des lignes et des images d'un ouvrage dont la démarche vise justement à laisser la latitude à chacun de se faire une opinion propre. Il m'a simplement semblé opportun d'amorcer la compréhension qu'on peut avoir de cette contribution du professeur Jean-Paul Ossa Mvondo à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Zachary Perevet, ingénieur agroéconomiste, écrivain, ancien secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre de la Recherche scientifique et technique, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avant-propos. L'archéologie est pratiquée en Afrique depuis la période coloniale. Avec les indépendances africaines, le relais sera pris par mes nouvelles universités et les centres de recherche créés pour conduire la recherche. Il est surprenant qu'après tant d'années, elle reste une science peu connue et mal connue. Dans les milieux universitaires et scientifiques les plus avisés, elle est confondue à l'anthropologie. Les étudiants dans leur processus d'apprentissage n'ont pas une perception claire de cette discipline.
Dans ce contexte, cet ouvrage apparaît comme une nécessité et son écriture un devoir pédagogique, scientifique et social. Document simple, conçu pour les étudiants en archéologie et les amateurs de cette discipline. Élaboré à partir des enseignements reçus étant étudiant, ses expériences sur les terrains européens et africains en tant qu'apprenant, puis les 30 ans comme chercheur et enseignant à l'université de Yaoundé. Document et texte abordable qui se nourrit de nombreux ouvrages de méthodologie et de pratique de l'archéologie. En Afrique, il est difficile de trouver l'ouvrage simple, clair qui présente les techniques et les méthodes de l'archéologie, élaboré par un archéologue africain. L'ouvrage qui se veut un texte de méthodologie générale de l'archéologie, n'a pas mis l'accent sur les conditions particulières de l'archéologie en Afrique, même si de temps en temps, il fait référence à la pratique de l'archéologie en Afrique et à l'histoire africaine. Travail d'initiation à la pratique archéologique. Il a évité de traiter des situations particulières et contextuelles complexes, pour rendre la technique compréhensible, cohérente et digeste pour les jeunes chercheurs et amateurs d'archéologie. Parcourir les différents aspects de l'archéologie à travers sa technique et les méthodes de travail, la contribution à l'histoire africaine et ses rapports avec la société globale. En Afrique, l'étude de l'archéologie et sa perception se sont surtout limitées dans les relations avec l'histoire et sa contribution à la connaissance du passé. Alors que l'archéologie et le patrimoine entretiennent avec les sociétés contemporaines les relations multiples et fécondes pour l'amélioration de la qualité de la vie des populations. Ce livre a pour objectif de décloisonner l'archéologie en montrant toutes ses possibilités et ses atouts scientifiques et sociaux, au bénéfice des populations africaines et de sa jeunesse, mais aussi de montrer aux apprenants et amateurs les différentes étapes de sa démarche dans la restitution du passé et de l'histoire. De plus, chaque science dans son évolution et son rapport avec la société dans le temps, a des enjeux. Introduction générale. L'histoire de l'archéologie en Afrique est étroitement liée à la colonisation. En effet, après la conférence de Berlin de 1884 à 1885, chaque puissance coloniale va procéder à la mise en valeur du territoire. L'exploitation économique va s'accompagner d'une dimension scientifique et intellectuelle dans l'objectif de mieux connaître les populations indigènes, pour bien les maîtriser afin de les dominer, et tirer d'elles le maximum de bénéfices dans l'intérêt de la métropole. À l'origine, l'archéologie fut une réalité marginale bénéficiant de temps en temps du soutien des institutions métropolitaines prestigieuses. Avant 1930, on note une absence d'objectifs scientifiques clairs puis de problématiques d'ensemble de la recherche archéologique au sud du Sahara. Cette période se caractérise par la détection des sites préhistoriques et des objets matériels. À partir de 1930 se met en place la recherche institutionnelle avec la création des structures d'appui et d'encadrement de la recherche organisée sur le modèle de la métropole. Dans les pays anglo-saxons, la pratique de l'archéologie se fait d'abord dans les musées anthropologiques, le but étant la découverte, la préservation et la connaissance des cultures traditionnelles locales, puis leur antiquité. Ces travaux sont menés par Chote au Ghana, Murray au Nigeria et Fagan. La diffusion des recherches sera soutenue par la création de la revue West Africa Archaeological Newsletter. Dans les pays francophones, cette période est marquée par la volonté de centralisation des recherches archéologiques. Elles sont pratiquées sur le terrain par les structures métropolitaines telles que le CNRS, ensuite par les structures propres à la recherche outre-mer créées sur le modèle des structures de recherche de la métropole comme l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, puis l'Orstom devenu aujourd'hui Institut de recherche pour le développement, IRD. Les premières sections d'archéologie sont créées pour l'orientation, la coordination des travaux, des programmes, puis la sauvegarde du patrimoine découvert. Pour diffuser les résultats de ces recherches est créé le bulletin de l'IFAN. Ce lancement de la recherche en Afrique noire francophone est effectué par les pionniers tels que Monière, Lotte H, Monod Théodore, Somouski en Afrique de l'Ouest, Jean-Paul Leboeuf, Marcel Griot et Jean-Gabriel Gauthier en Afrique centrale. Cette phase coloniale de l'archéologie africaine s'opère dans un contexte marqué par la négation de l'histoire africaine, car à cette époque, l'histoire se définissait comme la connaissance du passé basée sur les écrits.
Or l'Afrique n'avait pas de système généralisé de communication écrite pour les Occidentaux, par conséquent elle n'avait pas d'histoire. Les peuples d'Afrique noire étaient anhistoriques. De plus ils étaient considérés comme primitifs et barbares, des sous-hommes dotés d'une mentalité prélogique. C'étaient des êtres sans passé, sans évolution propre. De ce fait tous les aspects de leur civilisation étaient la réalisation des étrangers, ou sous influence étrangère. C'est la période de la formalisation des thèses diffusionnistes qui pensaient comme principe que les réalisations matérielles, culturelles et sociétales africaines avaient comme genèse une origine d'abord arabe, puis européenne, de la préhistoire du XIXe siècle. Ces thèses seront pendant un demi-siècle un obstacle épistémologique par ce facteur de régression dans les études sur les civilisations africaines, et notamment son passé et son histoire. Les études sur les civilisations africaines ne pouvaient être abordées à cette époque que sous cet angle, réducteur, empêchant d'autres perceptions et approches pourtant fructueuses et proches de la réalité historique. Avec les indépendances, les pays africains accèdent à la souveraineté internationale. Il se pose donc désormais le problème de l'origine des hommes et des femmes qui peuplent ces jeunes nations, par conséquent leur passé et de leur histoire. Que faut-il enseigner à la jeunesse? Leurs ancêtres sont-ils des Gaulois? Peut-on concevoir un peuple souverain sans histoire? Dès cet instant, avec l'appui des pouvoirs politiques, de jeunes intellectuels africains et des africanistes, le combat pour la restitution de l'histoire africaine est engagé. Les structures nationales sont créées dans les ministères, les universités puis l'appui de la coopération internationale pour conduire la recherche historique et dans les sciences humaines. Ainsi les thèses diffusionnistes vont progressivement céder la place aux thèses endogènes, celles-ci démontrant la capacité des populations africaines d'inventer, d'innover et de produire des faits de civilisation au niveau institutionnel, organisationnel et technologique. Cette thèse d'évolution locale montre tout au long de l'histoire que les peuples d'Afrique noire ont été à l'origine de la création et des inventions dès la préhistoire. Compte tenu de la limite de la science historique et l'absence des sources écrites ou leur rareté, on attendit de l'archéologie de restituer le passé ancien et précolonial de l'Afrique grâce à ces techniques particulières basées sur l'utilisation des restes matériels produits par les sociétés africaines elles-mêmes. L'archéologie dès lors va jouer un rôle fondamental dans le combat pour l'histoire africaine. L'archéologie devient donc une source incontournable et nécessaire pour étudier puis reconstituer le passé de l'Afrique. Elle est désormais un ensemble de techniques, des procédés et des moyens d'investigation qui permet de restituer l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours. L'histoire n'est plus la connaissance du passé basée sur les écrits, mais une science qui étudie le passé de l'humanité à partir de toutes les sources disponibles. Seulement depuis les indépendances jusqu'à nos jours, l'archéologie est pratiquée dans les universités mais aussi dans le cadre des structures nationales de recherche. Le combat est qu'elle s'est limitée à la restitution de l'histoire et à la recherche historique, occultant les autres possibilités théoriques et pratiques de cette discipline. À ce jour, elle reste une science mal connue, peu connue même dans certaines sphères intellectuelles et universitaires, d'où une certaine marginalisation dans le champ des disciplines scientifiques proposées à la société et à la jeunesse. Cette situation semble aussi expliquer le peu d'engouement des jeunes vers cette science pourtant ouverte car pluridisciplinaire avec une forte dimension sociale et pratique. Avec les différentes crises économiques subies par le continent, l'archéologie pratiquée comme telle ne semble pas pouvoir participer au développement des sociétés modernes africaines, car aborde rarement les problématiques et les préoccupations actuelles des populations et des sociétés africaines. Cette insuffisance d'ancrage de l'archéologie dans les nouveaux contextes socio-économiques des pays africains peut expliquer le manque de soutien multiforme des pouvoirs politiques. C'est pour cela que l'objectif de cette étude est de montrer la contribution de l'archéologie et du patrimoine matériel historique à l'émergence des sociétés africaines contemporaines, orientation pratique rarement abordée dans les études archéologiques en Afrique. Cette approche résout par conséquent le problème de la contribution de l'histoire au développement socio-économique de l'Afrique, contribution jusque-là limitée à la dimension morale, idéologique, théorique et psychologique, peu convaincant et pertinent pour le public et les jeunes étudiants africains.
Compte tenu de cet environnement peu favorable de la pratique de l'archéologie et des sciences historiques en Afrique, cette étude est une tentative de clarification pour les jeunes et le grand public de la réalité de la science archéologique dans toutes ses dimensions théoriques et pratiques, en abordant les aspects suivants. La première partie examine comment l'archéologie restitue l'histoire de l'homme et des sociétés à partir de la définition de cette science, puis la présentation de ses techniques et méthodes. L'archéologie n'est pas une science parfaite, c'est pour cela que le travail analyse ses limites internes et externes, mais aussi les difficultés rencontrées par les archéologues dans la pratique de leurs activités scientifiques. Les rapports entre la science archéologique et la science historique sont clarifiés, dans la mesure où il existe en Afrique des perceptions conflictuelles, antithétiques de ces deux disciplines. À partir de ces méthodes propres, la deuxième partie de cette recherche fait une synthèse de la contribution des recherches archéologiques à la connaissance de l'histoire africaine sur la base des travaux de terrain des archéologues africains et africanistes, mais aussi du tableau récapitulatif du professeur Jean Davis sur les faits de civilisation en Afrique au sud du Sahara. Cette contribution de l'archéologie à l'histoire de l'Afrique noire est présentée d'abord dans sa dimension méthodologique et théorique, puis les autres aspects de la culture matérielle. L'apport de l'archéologie était un impératif et une nécessité. Cette étude examine ainsi le contexte difficile dans lequel se trouvait l'histoire africaine marquée par les limites des sources classiques de l'histoire, la négation de l'histoire africaine. Le racisme et le principe de l'inégalité des races, donc l'infériorité de la race noire prélogique, soutenue par les théories et les modèles scientifiques, que favorisa le contexte colonial. Après l'exploitation scientifique des vestiges archéologiques, cette étude examine dans sa troisième partie les méthodes de protection et de conservation de ce patrimoine au niveau technique, administratif et juridique au bénéfice des générations futures. Le patrimoine archéologique et historique connaît aujourd'hui de nouvelles formes d'agression et de destruction, telles que le terrorisme et les guerres localisées. La quatrième partie étudie la contribution de l'archéologie et du patrimoine historique à l'émergence des sociétés africaines contemporaines en crise. Le concept d'émergence est devenu régulier dans les discours scientifiques, politiques et socio-économiques en Afrique, d'où une tentative de clarification pour faciliter son utilisation pratique dans cette recherche. Cette réflexion examine l'importance du patrimoine archéologique et historique en tant qu'expression de l'identité particulière des peuples africains, puis son apport à la mise en œuvre de nouvelles techniques pédagogiques, à partir de nouveaux paradigmes pour une nouvelle éducation du primaire au supérieur pour une jeunesse conséquente et un nouveau type d'homme produit de cette éducation selon André M. Vaisseau. Il est admis aujourd'hui que les ressources humaines constituent la matière première et la plus précieuse du développement et du progrès des civilisations. Fort de ces connaissances acquises, cette étude examine les possibilités multiples et inexploitées que l'archéologie et le patrimoine historique offrent à l'émergence des économies africaines en crise en ce XXIe siècle dans les domaines tels que l'industrie textile, la monnaie, le logotype, les sports, l'industrie des loisirs et du divertissement, l'industrie de la miniature et du jouet, les cosmétiques, l'aménagement des sites archéologiques et des monuments historiques, l'architecture et habitat individuel et collectif, une nouvelle industrie des pipes africaines et des plantes à fumer, l'industrie des mines et de la métallurgie, l'industrie des chaussures, de la céramique, du cinéma, des médias et communications, l'industrie de la mode et de la haute couture, du timbre et de la philatélie, le tourisme, l'animation culturelle, les antiquaires puis le marché international de l'art. Ces quelques exemples montrent l'archéologie et le patrimoine historique désormais comme des activités génératrices de revenus au centre des rapports entre le salaire, l'emploi, le profit et le capital financier, surtout dans un contexte de crise plongé par les économies africaines qui ont besoin de nouvelles ressources pour la relance de la croissance. Cette nouvelle approche significative et perception des biens culturels en général, de l'archéologie et du patrimoine historique, alors que les pionniers de la science économique tels Adam Smith, Keynes et Marshall avaient considéré comme des biens improductifs fonctionnant en dehors du capital financier. La cinquième partie dans cette étude analyse la profession et les métiers de l'archéologie en présentant les missions de l'archéologue dans les différents domaines des administrations publiques et privées,
puis les éléments d'une déontologie professionnelle à travers les qualités d'un archéologue dans l'exercice du métier sur le terrain de la recherche scientifique, mais aussi les principes cardinaux qui doivent guider son comportement, la vie administrative. L'archéologie n'étant pas encore enseignée dans tous les pays africains, ce travail propose les principes et les grandes lignes des contenus des enseignements dans les universités africaines. Enfin, cette étude fait des réflexions sur l'enjeu de la pratique et de la recherche archéologique en Afrique dans le cadre des grands projets structurants et d'infrastructures, des fouilles de sauvetage qui mobilisent des grands financements des grandes banques des pays développés, de la coopération bilatérale et multilatérale en dehors de l'expertise locale qui pourtant existe. Compte tenu de l'évolution actuelle du continent et des exigences de démocratie de plus en plus pressantes par les peuples africains, ce travail donne les nouvelles missions de l'archéologie telles que l'exhumation des charniers et des acteurs politiques et sociaux victimes des régimes et groupes sociaux intolérants. Première partie. Comment l'archéologie restitue l'histoire de l'homme et des SOCIETES. La science archéologique, technique et méthode. IARCHEOLOGIE. Définition. L'archéologie provient de deux termes grecs, archaïos antique, logo science. Ainsi, par l'étymologie de ce terme, l'archéologie peut se définir comme la science de l'Antiquité, une quête pour clarifier les modes de vie des sociétés antiques selon les Grecs. L'archéologie ne saurait se limiter à l'Antiquité grecque, ou à une seule période de l'histoire. Elle étudie la totalité du champ historique, toutes les époques de l'histoire depuis la préhistoire jusqu'au temps contemporain. Toute l'évolution de l'homme depuis ses origines il y a plus de 2 millions d'années à nos jours, fait l'objet d'études archéologiques. L'archéologie étudie toutes les séquences chronologiques de l'évolution de l'homme et des formes sociétales qu'il a générées depuis ses origines jusqu'aujourd'hui. Pour les Romains, l'archéologie est la science qui étudie les poètes grecs. L'archéologie n'est pas la littérature, ni la poésie, elle n'appartient pas au domaine littéraire. Elle étudie les sociétés gréco-romaines antiques, mais aussi leurs antécédents préhistoriques et les autres périodes post-antiquité, donc selon la nomenclature classique, le Moyen Âge, les temps modernes et les temps contemporains. Au XVIIe siècle, l'archéologie devient l'étude des monuments de l'Antiquité classique. Les monuments ne sont pas uniquement les objets d'investigation archéologique. L'archéologie étudie tous les vestiges et restes matériels témoins des activités des hommes du passé. Ces restes matériels sont de plusieurs natures et concernent tous les domaines de la vie des hommes du passé. Les contemporains, en considérant les limites des définitions des siècles passés, proposent une définition de l'archéologie tenant compte du temps, des civilisations, de ses méthodes propres, de ses objectifs et de la variété des vestiges. Selon Larousse, l'archéologie est la science qui, par la mise au jour et l'analyse des vestiges de l'activité humaine, permet non seulement d'étudier les civilisations anciennes, mais aussi d'entrevoir l'environnement écologique et l'évolution des processus culturels des périodes les plus reculées. L'archéologie se présente ici comme une science analytique des vestiges jusque-là cachés par les facteurs naturels, anthropiques, botaniques et zoologiques, dont elle a mis au clair. L'archéologie étudie l'environnement naturel et physique, le biotope dans lesquels les sociétés passées se sont développées. Cette approche restitue les influences réciproques qui ont existé entre l'homme et l'environnement dans le passé, mais surtout la part de l'environnement dans l'évolution générale de l'homme et des civilisations passées. De plus, l'archéologie tente de restituer les différentes formes et modes d'organisation sociale et culturelle qui se sont succédés tout au long de l'évolution de l'homme. Elle ne se limite pas à la restitution des formes sociales, mais se propose aussi d'expliquer les mécanismes d'évolution et de changement des modes successifs d'organisation sociale dans le temps. Pour Gardin, l'archéologie est la somme des études relatives aux objets matériels qui peuvent éclairer avec le concours éventuel d'autres données, l'histoire et les modes de vie d'autrefois. Gardin J.C. 1987/20. L'archéologie apparaît ici comme une technique, une méthode d'investigation qui porte sur les vestiges du passé. L'étude archéologique se porte sur une catégorie précise de documents, qui est le document matériel solide, palpable issu des activités des hommes du passé. On peut dire ici que sans objet matériel, pas d'archéologie. Le travail de l'archéologie porte sur les objets matériels et commence par ceux-ci,
contrairement à la science historique classique qui, elle, étudie les différents textes et tout document écrit. La méthode de l'archéologie est pluridisciplinaire, compte tenu de la variété des vestiges et de la diversité de leur nature. Pour extraire les informations de ces objets, elle utilise les sciences historiques, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences physico-chimiques, les mathématiques et informatiques, ainsi que leurs spécialités les plus pointues et les plus récentes. Ces techniques particulières s'expliquent par les méthodes propres et adaptées à la nature animale, végétale et minérale. Chaque vestige de par sa nature impose aussi sa démarche, ses moyens d'investigation et ses techniques d'analyse. L'avantage de cette approche est la complémentarité des sources et le croisement des sources, principe énoncé par Kizerbo en ce qui concerne l'étude de l'histoire et du passé des sociétés africaines, Kizerbo, J. 1978. Il s'agit de tirer de chaque catégorie de vestiges un maximum d'informations exploitables pour la compréhension des hommes et de sociétés passées. Les études sur les objets concernent aussi bien les aspects externes qu'internes, leurs dimensions macroscopiques et microscopiques. La complémentarité des sources peut aussi concerner d'autres types de supports. Ainsi donc, l'archéologie dans sa recherche sur le passé peut aussi utiliser les sources orales, écrites, iconographiques, la toponymie, etc. Kizerbo, J. 1978. Chaque support informatif apporte des renseignements utiles sur certains domaines de la vie des hommes du passé. Pour Gardin, il revient à l'archéologie de rechercher des supports multiples et variés, des documents de toute nature, des techniques d'investigation diversifiées qui peuvent l'aider à comprendre les vestiges qu'il étudie, issus du passé et par conséquent peuvent faciliter la compréhension des modes de vie et des comportements des hommes et des sociétés passées. L'archéologie selon Gardin est une science historique, car elle a pour objectif la restitution de l'histoire de l'homme. L'archéologie et l'histoire ont ici la même finalité, l'archéologie étant une technique et une méthode qui permet de restituer l'histoire. L'archéologie peut aussi se définir par rapport à la portée de ses découvertes. Pour Barry, l'archéologie est l'ensemble des découvertes fascinantes en foisonnement d'informations détaillées recueillies à partir des vestiges abandonnés par nos ancêtres. Barry, I. 1980/5. Selon cet auteur, l'archéologie est une science spectaculaire car elle ressuscite un passé considéré comme disparu. Elle fait revivre jusqu'à nous des objets et des outils qui au départ étaient considérés comme inaccessibles et hors de portée des hommes actuels. Les événements qui se sont déroulés il y a des millions d'années ou des siècles sont remis à jour à partir des recherches et fouilles archéologiques. Ainsi les différents pharaons d'Égypte apparaissent à nous tels qu'ils avaient vécu et été inhumés il y a près de 3000 ans. La distance chronologique qui nous sépare du lointain passé est brisée, les événements passés devenant des événements actuels à travers leurs objets matériels qu'on peut voir, manipuler et toucher. Avec l'archéologie, on va du passé au présent, de l'histoire à l'actualité. Le caractère spectaculaire de l'archéologie concerne aussi la multitude des informations qu'offrent les vestiges, les informations surprenantes obtenues à partir des analyses microscopiques. L'archéologie révèle un ensemble d'informations importantes à partir de la composition, la structure et les propriétés des vestiges. Les analyses de laboratoire des vestiges révèlent tout un monde caché qui caractérise les sociétés du passé à travers leurs attitudes, les gestes et leurs comportements, puis leur mode de pensée. Les analyses macroscopiques et microscopiques des vestiges permettent d'aboutir à des conclusions surprenantes et à des révélations bouleversantes sur les hommes du passé. L'infime petite est désormais porteur des informations nouvelles sur l'histoire et les modes de vie des populations passées. L'archéologie peut aussi se définir à partir de ses méthodes, de ses techniques de travail et de ses moyens d'investigation. Archaeology is often utilized simply to refer to a set of techniques and methods recovery of information about the past that can then be used for various purposes, than to refer to a completely independent discipline with a theory, method and subject matter peculiar to it alone. Watson P. Leblanc S. Redman 1971-8. L'archéologie est un ensemble de techniques pour étudier le passé à partir de la prospection des fouilles, des analyses et de l'interprétation des vestiges laissés par les hommes. Sa démarche est particulière à travers les étapes successives que l'archéologue doit traverser pour avoir accès au passé.
Il commence par la documentation sur le site à partir de sa problématique. Ensuite, il doit rechercher les sites à travers la prospection sur le terrain en utilisant les techniques empiriques et modernes. La fouille fait intervenir des pelles, truelles, les pinces, un arsenal de petits matériels, les pelles mécaniques en fonction de la nature des dépôts et de leur localisation, les levées topographiques, les fises, les cordes, les sachets, les seaux, les cartons pour conserver le matériel, la logistique et un ensemble de catégories de fouilleurs respectant l'organisation de travail sur le site. L'analyse fait appel à une somme de spécialités puis l'interprétation, la dernière étape. Selon ces auteurs, cette démarche propre à l'archéologie dans la recherche et le prélèvement de l'information est utilisable par d'autres domaines scientifiques pour d'autres objectifs. Cette démarche archéologique est de plus en plus utilisée dans les pays développés pour étudier les modes de consommation alimentaire des populations citadines en fonction des quartiers et des classes sociales. L'archéologie devient un outil pour la recherche historique. Ces définitions montrent que l'archéologie peut se définir selon son objet, sa méthode et sa finalité. En simplifiant, l'archéologie se définit comme la science qui étudie le passé par l'intermédiaire des vestiges des activités humaines, ou encore, la science qui étudie les hommes du passé, leur société et leur civilisation par l'intermédiaire des restes matériels de leurs activités. L'archéologie est la science qui restitue l'histoire par les vestiges matériels laissés par les hommes du passé. On peut aussi caractériser l'archéologie en utilisant d'autres critères. Le critère temporel, suivant les grandes époques de l'histoire. L'archéologie préhistorique, historique. Archéologie antique, archéologie médiévale, archéologie moderne et contemporaine. L'écologie écosystème. Archéologie des grands lacs, subaquatiques, des zones lacustres, régions forestières, grassfields, marines, etc. Les matériaux. Archéologie du fer, archéologie du bois, archéologie de la céramique, archéologie du cuivre, archéologie de la pierre, etc. Les objets. Archéologie des pipes, archéologie des vases, archéologie des bijoux, archéologie des monnaies, archéologie des armes, etc. Les activités. Archéologie funéraire, archéologie des religions, archéologie des transports, archéologie de l'agriculture, archéologie du nationalisme, etc. Les idéologies. Archéologie du nationalisme, archéologie du marxisme, archéologie du colonialisme. Les théories et modèles scientifiques. Archéologie analytique, archéologie théorique, archéologie structurale et spatiale. Les continents. Archéologie africaine, archéologie asiatique, archéologie américaine, archéologie européenne. L'archéologie peut aussi renvoyer à l'étude de l'origine et des fondements des choses et des phénomènes. L'archéologie ainsi définie, on peut se poser la question de savoir quelles sont ses méthodes, ses techniques et ses moyens d'investigation pour restituer le passé et l'histoire de l'humanité. 2. Les ETAPES de la recherche à RCHEOLOGIQUE. Pour restituer le passé, l'archéologie a 4 étapes, la prospection, la fouille, l'analyse et l'interprétation. Ces étapes sont implicatives, c'est-à-dire que l'une vient après l'autre, de façon logique. Chaque étape utilise les données et les résultats de l'étape précédente. A. La prospection, repérage et localisation des sites. C'est la première étape du travail archéologique. Elle consiste à identifier les sites, à les repérer et à les localiser dans l'espace. L'archéologie étudiant le passé à travers les restes matériels des hommes, il convient de repérer où se trouvent ces vestiges, le site étant un espace qui contient les témoins matériels du passé. La prospection est importante dans la mesure où les vestiges sont souvent cachés dans la nature, ou enterrés dans la terre ou sous les eaux. Certains vestiges en fonction de leur taille sont souvent visibles à la surface et résistent au temps. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la couverture des sites. Un facteur zoologique. Les animaux à travers leur mode de vie enterrent les vestiges, ainsi les insectes, les vers de terre, les rats palmistes par exemple dans leurs mouvements et la construction de leurs niches remuent régulièrement le sol. Toute la terre qu'ils dégagent recouvre avec le temps des vestiges, de même qu'ils déplacent ceux-ci de leur position initiale. La taille des animaux, leur poids, leur nombre, pendant leur migration ensevelissent les vestiges laissés par les acteurs du passé. 2. Facteurs botaniques.
Les plantes et les herbes, lorsqu'elles poussent dans la nature, recouvrent les vestiges. De même que les branches, les feuilles mortes, les écorces s'entassent sur les vestiges, les racines dans leur emprise enferment les vestiges. Ce processus botanique prend de l'importance avec la durée lorsqu'il se passe pendant des siècles et des millénaires. 3 facteurs humains ou anthropiques. L'action de l'homme dans l'occupation de l'environnement et dans sa recherche de l'espace vital ensevelit les témoins matériels abandonnés par ses semblables. Ainsi, la construction et la démolition des cases, la réalisation des champs, des puits sont des opérations qui cachent des vestiges. Avec la modernisation, l'échelle d'action est plus grande. Ainsi, la construction des barrages hydroélectriques, les autoroutes, les axes lourds, la mécanisation agricole et la création des grandes plantations, la réalisation des cités dans les villes, les gares et les aérogares, les ports, les espaces de loisirs contribuent à enfouir les vestiges dans le sol. 4 facteurs naturels. Les vents de sable, les éboulements de terrain, les pluies, les tremblements de terre, les grandes inondations, les éruptions volcaniques, les tsunamis sont des actions de la nature qui en quelques moments enfouissent les vestiges dans le sol. Le fonctionnement de la nature peut ensevelir les vestiges du passé sur de grands espaces et les objets de grandes dimensions, tels que les édifices architecturaux, des quartiers entiers voire des villages. Les facteurs naturels sont donc liés à la climatologie et à la géologie de façon générale. Ainsi, ces facteurs expliquent pourquoi les vestiges sont cachés, mais surtout pourquoi l'archéologue doit dès le départ engager les opérations de recherche sur le terrain. Les facteurs ainsi relevés sont importants en fonction de l'environnement naturel tel que la forêt tropicale, équatoriale, le désert, la montagne, la savane, l'environnement marin ou glacial. Chaque écosystème a ses facteurs prépondérants et des éléments naturels spécifiques qui contribuent à l'ensevelissement des vestiges. Par conséquent, chaque écosystème posera à l'archéologue des difficultés propres lors de la recherche sur le terrain qu'il conviendra de résoudre. La localisation des sites et des vestiges étant difficile à cause des facteurs présentés, quelles sont les techniques que le chercheur doit utiliser pour identifier ceux-ci? Comment doit-il prospecter et repérer les sites? La prospection peut se faire selon 2 techniques ou méthodes. Les techniques traditionnelles et les techniques modernes. 5. Les techniques traditionnelles. Ces techniques sont empiriques, car elles n'exigent aucun matériel technologique pour détecter les sites. Cette méthode de travail se fait sans appareil ou instrument quelconque. Elle fait surtout appel à l'observation de la nature et des données sociologiques de l'espace choisi pour prospecter. On parle de la recherche par l'observation. A. Les enquêtes orales. Elles consistent à interroger les anciens sur les zones d'activité de leurs ancêtres, ou les anciens villages jadis occupés par le clan ou la famille lors de leur migration. L'archéologue se rendra sur les lieux et aura des indices d'une occupation ancienne à travers certaines plantes anthropiques, des restes de céramique ou des restes de matériel d'habitat. L'exploitation des récits historiques, des mythes d'origine des populations peut orienter le chercheur vers les anciens sites d'occupation. Les enquêtes auprès des anciens peuvent se rapporter à tous les aspects de la vie du groupe, les guerres, les rites initiatiques, les exploitations agricoles, la vie politique, etc. Toutes ces données orientent l'archéologue qui cherche les indices d'une présence humaine, conformes aux informations indiquées par les enquêtes orales. Les enquêtes orales poussent le chercheur vers la vérification sur le terrain à travers l'observation des données botaniques, phoniques et minérales du site. Les enquêtes orales sont fructueuses lorsque les populations sont impliquées dans le processus d'élaboration de leur histoire. Il revient aux chercheurs de leur expliquer l'objet de la recherche et l'importance de cette démarche pour leur histoire propre. C'est aussi l'occasion de leur expliquer ce que c'est que l'archéologie, ses méthodes et moyens d'investigation. Cette précision est utile dans la mesure où les populations ont souvent rencontré les chercheurs de l'histoire classique. La nouvelle démarche exigeant aux populations une descente sur le terrain pour la reconnaissance des lieux où se sont déroulés les événements. Les distances à parcourir peuvent être des kilomètres, avec les difficultés d'accès au site, mais les explications et les enjeux compris par les populations facilitent la collaboration et l'identification des sites. Lorsqu'il s'agit des populations villageoises, l'archéologue doit se munir des règles de bienséance conformes aux traditions des lieux.
Ainsi, la visite du chef de village ou de famille doit se faire avec quelques présents. De même, toutes les personnes qui ont participé aux enquêtes orales méritent des motivations en termes de boissons, cigarettes, selon les coutumes. Ces civilités favorisent le bon encadrement de l'archéologue par les populations, l'esprit de convivialité, de fraternité et d'amitié, voire complicité nécessaire pendant toutes les étapes du travail jusqu'à la découverte effective du site. Un autre type d'enquête orale concerne les populations actuelles. Elle consiste à enquêter auprès des villageois ou des citadins sur leurs activités en campagne actuellement, en leur demandant si pendant celle-ci ils ne trouvent pas des objets anciens, étonnants. Certaines personnes interrogées diront que lors du creusement de son canal d'évacuation des eaux, ou des fosses, ou de la construction de la hutte en brousse, elles ont ramassé des objets et des outils antiques. Cette information donne lieu à une descente sur le terrain pour la localisation et l'identification des sites. Quelquefois les objets en question sont encore sur le site, ce qui permet à l'archéologue d'avoir une idée sur la nature du site et sa période. Ainsi, l'identification des sites à partir des enquêtes orales doit impliquer toutes les populations. Les anciens, les patriarches et les chefs sur les modes de vie du passé, et les populations actives et laborieuses sur les traces du passé pendant leurs opérations sur le terrain. B. Les toponymes. Ce sont les noms des lieux qui renvoient et traduisent des faits et des événements ou des activités du passé. Le nom d'un lieu est donc porteur d'histoire. Exemple, briqueterie. En Afrique, beaucoup de noms de villages renvoient à l'histoire dans les langues locales. L'archéologue se rendra sur le terrain pour observer les indices matériels pouvant attester le lieu exact de cette activité et de ces événements. Les toponymes sont porteurs d'informations multiples sur les modes de vie des hommes du passé. Ils sont pour l'archéologue un repère, un élément d'identification et de détermination des sites anciens. Les travaux récents effectués montrent la richesse des toponymes pour la restitution de l'histoire locale et pour la maîtrise des villes et cités actuelles. C. Déplacement à pied. Elle consiste à se rendre à pied sur la zone à prospecter. Le chercheur observera les irrégularités de la nature. Ces irrégularités peuvent traduire des événements historiques qui se sont déroulés sur le site. Lors des grands travaux tels que le creusement de la route, la construction du barrage, d'un pont, la construction d'un immeuble et les travaux de terrassement, le chercheur peut se rendre à pied sur le site. Il observera les irrégularités du sol, à travers les textures, les structures au sol, l'apparition de certains objets ou des matériaux. Ces éléments indiquent la présence d'un site jadis occupé par les hommes, imposent les fouilles de sauvetage. D. Autres indices. En zone forestière, le couvert végétal est dense donc il est difficile pour l'archéologue de retrouver les sites, d'où l'importance d'élaborer les indices d'identification des sites en forêt, basés sur l'observation de la nature, Ossa Mvondo JP, 1991. La technique consiste à observer et à rechercher les traces de feu, les amas de charbon, les termitières et leur coloration, les pistes anciennes, les plantes anthropiques et leur orientation, les plantes rituelles, l'organisation dans l'espace des plantes pour limiter les parcelles, les lieux d'activité ou des tombeaux. Le chercheur peut aussi observer les pistes des exploitants forestiers. Elles ont l'avantage de desservir des secteurs de forêt rarement fréquentés par les contemporains. Les berges des cours d'eau sont aussi à observer. Cette méthode propre à l'archéologie en zone forestière a permis de découvrir plusieurs sites préhistoriques et de l'âge du fer dans la région du Sud Cameroun, Ossa Mvondo JP, 1998 sur 225-232. Indice phytologique. Le chercheur observe le comportement des plantes. Dans un même secteur, les feuilles des plantes jaunissent et la croissance limitée, alors que quelques mètres plus loin, les mêmes espèces de plantes ont les feuilles vertes et une bonne croissance. Donc la présence dans le sol des ferrailles, murs ou autres vestiges métalliques empêche les plantes de se nourrir et de croître. Ces anomalies indiquent à l'archéologue où se trouve le site et où il faut précisément fouiller. Indice hygrométrique. Elle consiste à observer le comportement de l'eau dans un espace donné. Dans un lieu donné, le chercheur constate la présence régulière d'une mare d'eau. Dans ce cas, la terre conserve longtemps de l'eau. La présence dans le sol d'un mur ou autre matériel solide empêche l'eau de s'infiltrer dans le sol. Par conséquent, nous sommes en présence d'un site archéologique probable.
Lorsque le sol est naturel, l'eau s'infiltre dans la terre et la surface est sèche. Dans un sol anthropique contenant des objets solides, l'eau s'infiltre difficilement dans la terre, d'où la naissance d'une mare, rarement asséchée. Indice topographique. L'action de l'homme sur l'environnement dans le cadre de ses activités domestiques crée de nouvelles formes de relief. L'archéologue observe la présence dans un espace donné des anomalies du sol à travers la présence de certaines formes de relief telles que les boutes, les amas de terre, les collines artificielles. Ces formes sont régulières, de taille similaire, de même dimension, carrées ou rectangulaires, soit circulaires. Ces morphologies attestent des gestes répétés par l'homme dans les activités telles que les dépotoirs, les tombeaux, les tas de matières premières. Ces micro-reliefs indiquent la présence de sites archéologiques. En sondant ces boutes, l'archéologue à l'observation peut trouver des vestiges enfouis dans ces mottes de terre, pour confirmer la provenance humaine de ces formes de relief et le témoignage d'une occupation ancienne. Dans le même sens, l'exploitation semi-industrielle des mines, des gravières, des sables crée la formation dans l'environnement des micro-reliefs qui sont des modifications par l'homme de la nature par l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol. Les techniques traditionnelles ou empiriques sont les plus utilisées en Afrique, à cause de la modicité des moyens accordés à la recherche archéologique. Elles ont l'avantage de faire participer les populations à la recherche de leur propre passé, pour écrire avec eux l'histoire de leur localité. Malgré leur caractère empirique, ces méthodes de prospection contribuent à la découverte des sites archéologiques en Afrique. La plupart des sites archéologiques découverts en Afrique depuis un demi-siècle l'ont été par des méthodes empiriques, y compris les plus célèbres. Les techniques empiriques ne sont pas exclusives, elles peuvent être complétées par les techniques modernes. 6. Les techniques modernes. Les techniques modernes sont celles qui exigent un appareillage et un matériel de travail développé. La découverte des sites se fait à l'aide des instruments qui indiquent la position et la situation des vestiges au sol. Nous énonçons simplement le principe de détection des sites. Le fonctionnement détaillé des appareils et des mécanismes techniques, la description des appareils, ne concerne pas cette présentation. L'objectif étant de donner aux étudiants, en simplifiant les procédures, les principes directeurs qui aboutissent à la découverte des sites archéologiques. Le principe reste l'observation, mais cette fois les différences et les anomalies sont affichées par les appareils qui lisent le sol. L'observation se fait à partir des appareils, l'archéologue procédant à l'interprétation. Toutes ces prospections modernes sont basées sur les sciences physico-chimiques, avec des appareils sensibles. La présentation des techniques de prospection modernes n'est pas exhaustive. Il s'agit de montrer les principales méthodes de prospection généralement utilisées sur le terrain. A. Prospection sismique. Elle est basée sur les vibrations du sol. À l'aide d'un sismographe, on fait passer les ondes sur l'espace concerné. Le principe étant que lorsqu'on provoque ces vibrations, lorsque le sol est naturel, des ondes pénètrent dans le sol, c'est la réfraction. Lorsque le sol contient des objets, les ondes réfléchissent en surface. La présence des obstacles matériels empêche les ondes de pénétrer dans le sol. À travers le phénomène de réflexion, le sismographe permet de détecter les maçonneries enfouies. Cette méthode est très utilisée en géophysique. B. Prospection électrique. Le principe est basé sur le comportement de l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant augmente lorsqu'il y a des objets, elle baisse lorsque le sol est naturel. Le voltamètre permet de détecter les objets enfouis dans le sol. Les objets enfouis étant des conducteurs de courant électrique. C. Prospection thermographique. Elle se fait à partir de l'observation de la température. Le principe étant que certaines parties du sol se réchauffent plus vite que d'autres en fonction de leur contenu. Un sol riche en vestiges matériels se réchauffe plus vite qu'un sol naturel. La température augmente avec les vestiges car ceux-ci sont des conducteurs de courant électrique. L'endroit où le sol se réchauffe rapidement est donc le site que l'archéologue doit fouiller pour prélever les vestiges. D. Prospection par détecteur des métaux. Il s'agit d'un appareil détecteur des mines réagissant en présence de tout objet métallique, se trouve dans un rayon maximal d'1 mètre et à une profondeur de 50 cm.
Cet appareil détecte les métaux de toute nature et le site est exactement localisé, repéré et identifié. Il détecte les morceaux de métal inclus dans les blocs de maçonnerie. Prospection par détecteur à radiofréquence. Ce détecteur est utilisé pour repérer dans une maçonnerie la présence des corps étrangers. Son emploi est limité en archéologie. Il se compose d'une sonde électromagnétique fixée entre deux antennes, l'une formant dipôle et l'autre réflecteur. Louis Frédéric, 1967 sur 122. Prospection par magnétomètre à rubidium. Le magnétomètre utilisé à bord d'un satellite permet de détecter des ruines sous les nappes aquifères. Mais son utilisation est très délicate. Louis Frédéric, 1967. Prospection par magnétomètre à protons. Les sites découverts sont surtout les fours du Potier, les vestiges archéologiques comportant des fosses ou des matières organiques. Il s'agit de mesurer la différence d'intensité magnétique entre des bouteilles détectrices, fixées à 1,50 m environ l'une de l'autre sur un piquet vertical. On prend les mesures en déplaçant le piquet sur lequel sont fixées les bouteilles détectrices. On peut circonscrire l'endroit où il faut fouiller. Louis Frédéric, 1967. Prospection par photographie aérienne. Il s'agit de prendre des photos par avion ou par satellite, dans les espaces soupçonnés. Elle permet de repérer les sites archéologiques, dans les grands espaces. Ainsi les photographies permettent de voir les ruines enfouies, les tracés des voies enfouies, les anciennes exploitations agricoles, les anciennes cités à partir de la différence de la texture et de couleur des images. Ces photographies permettent aussi de voir les anciens plans d'occupation des sites, les quartiers, les secteurs habités, les zones d'activité, les mines et les différents reliefs. La photographie aérienne indique la présence humaine à travers la modification de l'environnement à une grande échelle. L'archéologue doit à partir des structures identifiées sur les clichés, retrouver leur emplacement sur le terrain et leur positionnement au sol. Cette méthode exige une bonne collaboration entre le pilote et le photographe, mais surtout une bonne interprétation des photographies aériennes prises. Prospection par télédétection. À partir des images des satellites, on peut identifier les traces des occupants humaines. Elles permettent de localiser les grands espaces, les grandes surfaces et des structures géantes jadis utilisées ou façonnées par l'homme. Elles ont l'avantage de la précision et de la clarté de l'information, rendant ainsi l'interprétation archéologique plus facile. Mais elles permettent de déterminer et d'identifier les éléments naturels historiques, qui ont influencé négativement ou positivement les occupations humaines. Ainsi les images satellitaires ont permis d'identifier les cours d'eau encastrés sous la terre au Sahara, prouvant ainsi la présence de l'eau pendant le néolithique. Les techniques modernes ne sont pas parfaites, elles peuvent dans certains cas exiger l'apport sur le terrain des méthodes empiriques. Ainsi les deux types de techniques, modernes et traditionnelles, sont complémentaires, l'objectif étant d'identifier avec précision où se trouve le site archéologique d'une part et d'autre part l'endroit précis où il faut exactement fouiller afin d'avoir accès aux vestiges. Toutes ces méthodes, malgré leur niveau respectif de performance et d'utilité, ont des avantages et des inconvénients. Il revient à l'archéologue de choisir la technique la plus appropriée en fonction de la problématique historique, de la période historique en question, de l'environnement naturel du site, du personnel dont on dispose et des moyens financiers mis en jeu pour soutenir les recherches sur le terrain. Selon les disponibilités, les deux techniques peuvent être couplées dans le sens de la complémentarité des procédures de recherche et d'identification des sites. Les sites ainsi découverts peuvent être de dimensions variées. On distingue les sites de petite dimension et les sites de grande dimension. La taille du site est fonction du nombre de vestiges, de la durée d'occupation, du nombre d'occupants, du rayon géographique de vie et de la somme des activités. Le site, lieu où les hommes du passé ont vécu et qui contient les vestiges est connu, identifié et repéré sur le terrain. Il revient maintenant à l'archéologue d'avoir accès aux vestiges. La fouille, acquisition des sources et objets matériels. La fouille est une opération qui consiste à creuser le sol méthodiquement pour prélever les restes matériels. C'est une étape de la prise de la documentation qu'on exploitera pour lire le passé.
Cette opération est déterminante car vise à répondre aux questions et problématiques d'ordre historique, posées par le chercheur. Avant de lancer la fouille, le chercheur doit prendre des dispositions d'ordre administratif, technique et pratique. L'équipe doit s'organiser pour la descente sur le terrain. Elle doit avoir tous les renseignements sur le site au niveau climatologique, social et culturel. C'est un travail d'équipe. L'archéologue doit avoir toutes les autorisations de fouille au niveau de la hiérarchie de la recherche et administrative, ainsi que locale. Dans un arrondissement ou un département. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.